également qui ont bien voulu donner de leur temps, de leur énergie, qui ont voulu faire ce beau partage de connaissances avec les jeunes, les hommes et les femmes qui se sont déplacés pour assister à cet événement. Merci beaucoup. On va partir maintenant pour le dernier panel de cette première édition. Une dernière photo. Et je vais demander à la régie maintenant, au lieu que je les appelle, on va découvrir ensemble le visuel qui montre nos différents panélistes. Voilà. Panel 4. Auto. Et donc, c'est le dernier panel, et on a eu droit à 2 panels. Aujourd'hui encore, nous avons droit à 2 panels, c'est le dernier panel. Et lui, il aura la charge de modérer ce panel qui portera sur l'autonomisation des femmes et des jeunes inclusion financière, des leviers pour une croissance inclusive et durable. Sans plus tarder, je vais appeler celui qui est COO, directeur des opérations Flood Mobility and Financial Service à Abidjan, M. Paul Wilson, qui aura la charge de diriger et de gérer ce dernier panel sur bien sûr vos vivants. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Sur ce 4e panel, ou panel 4 si vous voulez, qui parlera de l'autonomisation des femmes et des jeunes, avec un focus sur l'inclusion financière aussi, de manière à pouvoir comprendre quels sont les leviers pour une croissance inclusive et durable. Nous aurons 4 panélistes, une qui sera en ligne. Tout d'abord, pour ouvrir ce panel, j'aimerais saluer M. Souleymane Diarra-Souba, qui est ministre du Commerce et de l'Industrie, Votre Excellence, distinguer les officiels, notamment Mme Lydie Kouamé, qui représente le ministère de la Famille et de l'Enfant. Distingués invités en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs, je souhaiterais que l'on puisse dans un premier temps accueillir Manon Koulibaly, s'il vous plaît, qui est présidente d'un club d'investissement pour femmes et directrice régionale de Novartis. Madame Assietou Konaté, sous vos applaudissements s'il vous plaît, qui est directrice de Maximon, cabinet conseil en audit et formation. Monsieur Marc Levesque, qui est directeur de programme de développement à la GIZ. Et nous aurons aussi le privilège d'entendre à distance Madame Sonia Barbaria, qui sera avec nous en ligne, qui est la principale de l'AWAFA pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest à la Banque africaine de développement. Le panel se déroulera en 2 grandes sessions, puis une dernière pour une série de questions-réponses. Donc le premier, ça sera sur le rôle de l'inclusion financière dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, et le second sur les défis et les opportunités de l'inclusion financière en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire. Pour démarrer ce panel, je vais peut-être me tenir un peu debout de manière à pouvoir animer les échanges. Nelson Mandela disait que l'éducation en matière de compétences surtout est un levier, est une arme puissante, en tout cas la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. On sait qu'en Afrique, la jeunesse a un poids,
notamment en termes de volume de population, de démographie, mais dans nos États, beaucoup de jeunes ont encore du mal, et notamment de femmes aussi à l'intérieur, à entreprendre ou à s'insérer économiquement. Christine Lagarde, l'ancienne présidente du FMI, disait, elle, par contre, pour mettre un accent sur les femmes, que dans un pays, dans un État, lorsqu'une femme réussit, c'est tout un État, c'est tout un pays qui réussit. Je vais peut-être commencer par vous, Manon Coulibaly, peut-être commencer à vous présenter au public. Je vous invite à prendre le micro. Vous présenter au public et aussi présenter, je dirais, Loïc ou Laoïc, en tout cas Loïc, merci, avant de pouvoir démarrer ma première question. Alors, bonjour Paul, bonjour à tous. Je suis Manon Coulibaly, je suis d'abord directrice régionale de la société Novartis pour l'Afrique de l'Ouest francophone et l'Afrique centrale. Et je suis aussi et ici particulièrement aujourd'hui en tant que la présidente du Women Investment Club de Côte d'Ivoire, on a abrégé le WIC. Donc peut-être pour donner un petit peu plus de détails sur ce que le WIC fait et ce que le WIC est. Le WIC, c'est une association qui regroupe des femmes qui ont décidé de se mettre ensemble pour épargner, pour apprendre à mieux épargner. Donc quand on parle d'autonomisation des femmes, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi des femmes d'un certain acabit qui n'ont pas nécessairement d'éducation financière et qui ont besoin d'apprendre à épargner différemment que juste mettre de l'argent sur un compte bancaire, un compte d'épargne, attendre 1%, 2%, 3% d'intérêt tous les mois. Donc on apprend à épargner ensemble en bourse, sur les marchés boursiers, on se forme à tous les instruments financiers modernes pour pouvoir quantifier nos épargnes. Et chemin faisant, ce que nous avons décidé aussi, c'est que nous nous sommes rendus compte que la plupart des femmes entrepreneurs se plaignaient de ne pas avoir de financement. Pour diverses raisons, mais le premier point, c'était qu'elles disaient que les banques ne veulent pas nous prêter. D'accord, donc ce que nous avons fait, c'est d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi est-ce que les banques ne voulaient pas prêter. L'idée, c'était de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas bancables. Donc ça part de beaucoup de choses, de la formalisation de leurs entreprises, de la crédibilité de leurs entreprises, de leur formation, de leur gestion, de la profitabilité, de beaucoup d'autres sujets qu'elles évitent d'aborder parce qu'elles veulent juste un financement pour pouvoir lancer. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer ce qu'on appelle la WIC Academy, qui est une académie qui prend les entreprises, les femmes entrepreneurs qui sont déjà arrivées à un certain niveau. Par un certain niveau, ce que je veux dire, c'est qu'elles ont déjà une entreprise qui est créée, qui génère du revenu, qui fonctionne, qui n'est peut-être pas au niveau qu'on souhaiterait. Et à ce moment-là, dans cette académie, elles vont être formées à tous les métiers de gestion d'entreprise, avec un business plan, une stratégie marketing. Il se retrouve quelquefois que quelques-unes changent complètement leur plan parce qu'elles ont reçu du feedback qui n'a pas été facile, mais qui les oblige à changer. Et à la fin de ce projet-là, elles doivent être capables de pouvoir se présenter devant n'importe quel établissement financier pour demander du financement et être écoutées en bonne et due forme comme ça se devrait. Et à ce moment-là, elles peuvent recevoir du financement. Mais à côté de ça, on a aussi notre fonds d'investissement qui s'appelle le WIC Capital, qui est le fonds d'investissement qui a été créé par le Women Investment Club qui existe au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ça va être à peu près 150 femmes au total. Mais ce fonds d'investissement-là va être celui qui va sélectionner certaines entreprises qui ont vraiment du potentiel pour investir là-dedans. Et là, récemment, nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre premier investissement sur la Côte d'Ivoire avec une entrepreneur qui a participé à la WIC Academy et qui a une entreprise qui a beaucoup d'opportunités et de perspectives. Félicitations en tout cas. Vous pouvez l'applaudir parce que ce n'est pas tout le temps que la finance en tout cas une entreprise. Et je parie que c'est une entreprise de femmes, c'est bien ça. En tout cas, essentiellement des entreprises de femmes gérées, dirigées par des femmes. Ce qu'on peut retenir, Manon, c'est que vous mettez un accent sur deux choses. La première, vous avez dit la formation, parce que justement, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes n'ont pas accès à l'information
ne savent pas où aller trouver l'information, et c'est ce que principalement fait votre organisation. Et secondo, ce problème d'inclusion financière, c'est pas tout le monde justement qui a accès au financement bancaire, on va dire. Et vous venez en quelque sorte pallier, peut-être pas en termes de pourcentage, je ne sais pas, mais en tout cas apporter ma réponse en matière de financement à ces femmes. Merci en tout cas maintenant pour cette première question. Je ne souhaite pas en tout cas vous discriminer, hein, cher Marc, mais on va partir sur ICTO. Vous aurez compris que sur ce panel, ce sont les femmes qui ont le pouvoir, donc je propose que l'on puisse lui donner la parole en seconde. ICTO, je vais vous laisser vous présenter très rapidement. Oui, activez votre micro peut-être, oui. Vous êtes directrice, je rappelle juste, vous pourrez justement revenir en long. Vous êtes directrice d'un cabinet de conseil en audit et formation. Je vous laisse vous présenter, je peux vous poser ma première question. Alors, je suis Asietou Konaté, chef de 2 entreprises. La première est Atimal Conseil, qui est un cabinet conseil en audit et GRH. Donc on fait de la formation, du recrutement et tout ce qui tourne autour du capital humain. La deuxième entreprise est dans la mode. Donc c'est une maison de couture qui existe depuis 35 ans, que je reprends de ma mère et dont je suis à la tête depuis 3 ans. Et à la tête du cabinet depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà. En dehors de ça, je suis présidente d'une association féminine qui s'appelle Aula Initiative African Women Leadership Association. Durant ces 2 dernières années, à travers le salon de l'insertion professionnelle, j'ai eu, avec le cabinet Atimam, à recruter, à former, à coacher, à accompagner une 60aine de jeunes femmes et à les insérer professionnellement. À travers le cabinet Atimam, on fait également des formations en zone rurale, voilà, pour les femmes, en comptabilité notamment, en entrepreneuriat, et cela depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà pour une présentation assez brève. Oui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus amplement dans les questions. Merci en tout cas à Sietou. Vous pouvez l'applaudir pour sa présentation. Marc, je vous laisse prendre le micro, Marc. Je vais très brièvement vous présenter. Vous êtes directeur de programme pour le développement à la GIZ. Je vous laisse très brièvement vous présenter, présenter aussi ce que vous faites avant de pouvoir démarrer ma série de questions. Brièvement, ça va être difficile. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marc Levesque, je suis donc le directeur d'un programme qui s'appelle Invest for Jobs en Côte d'Ivoire pour la GIZ. Nous travaillons depuis 2019 et une grosse partie de nos activités ont trait à l'autonomisation des femmes et surtout augmenter les capacités des entrepreneurs, femmes en particulier, ou dans les entreprises dans lesquelles les femmes sont massivement représentées. Et depuis 2019, nous avons multiplié des activités avec plusieurs opérateurs dans la préparation à ces jeunes femmes, un peu ce que notre ami Manon a présenté auparavant, mais nous sommes actifs dans le financement de ce genre de projet. Nous avons travaillé avec, si vous connaissez, en tout cas, la fondation CEFIS, le programme Élevé qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire en collaboration avec CEFIS d'un côté et avec Ecobank de l'autre. Et ça fonctionne plutôt bien. Environ 1500 entreprises dirigées par des femmes ont été formées, ont été remodelées en termes de leadership féminin, mais aussi en termes d'éducation financière, pour qu'elles soient un petit peu plus à l'aise devant les banques. Donc ce que décrivait tout à l'heure Manon, c'est exactement ce que nous faisons à travers plusieurs opérateurs et à grande échelle, parce qu'effectivement on atteint environ 1500 aujourd'hui entreprises dirigées par des femmes qui ont été supportées. Et pour la plupart, en tout cas, elles ont été sinon financées, mais en tout cas sur le voie des
financement auprès des banques, mais aussi en equity, mais aussi, donc voilà, c'est un petit peu ce que nous faisons depuis quelques années. Merci en tout cas Marc. 1500 c'est beaucoup, on peut applaudir. Je dirais c'est énorme parce que à partir de ce chiffre, on touche justement l'impact que peuvent avoir justement ces programmes-là sur les femmes, en matière de développement, d'inclusion financière et autres. Manon, vous nous avez cité tout à l'heure un exemple d'investissement. Est-ce que vous pouvez revenir en détail justement sur le volet programme, le contenu en tout cas de ce programme? Et alors je ne vais pas vous demander de divulguer les chiffres, tout ce qui est chiffres financiers c'est souvent secret, mais peut-être en termes de tranche, ce que ça peut représenter aussi pour un projet en matière de financement. Parce que souvent les femmes elles se disent je vais monter un projet, mais elles n'ont pas cette notion de combien ça peut coûter, ce que ça coûte en général, ce qu'on va aller chercher en matière de dette, en matière de crédit, si j'ai envie de dire. Sur ces deux volets-là, peut-être beaucoup plus en détail, comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on puisse toucher du doigt les leviers justement qui vont permettre à ces femmes d'être autonomes, mais aussi ces leviers qui vont permettre de toucher du doigt ce qu'on appelle l'inclusion financière. D'accord, merci Paul. Alors je pense que c'est une très bonne question parce que le premier des leviers à toucher pour les femmes en particulier, c'est pour ça que c'est assez précis, c'est la confiance en soi. Parce que tout à l'heure, vous avez commencé en disant que, je pense qu'il y avait une phrase qui disait en gros que les femmes ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Il y en a une tonne de femmes entrepreneurs. Mais il n'y a pas suffisamment de femmes qui formalisent leur entrepreneuriat. Il y a une grosse différence entre les deux. Il y a quelques minutes, je discutais avec une dame que je ne vais pas citer, je me permets d'utiliser son cas, qui me disait qu'elle fait de belles choses, elle fait du recyclage. Elle me vend à des amis ici et là. Elle m'a montré des pièces qui sont uniques et particulièrement jolies, mais elle ne formalise pas. Donc elle n'a pas créé une entreprise, elle ne cherche pas à vendre particulièrement. Elle est dans son boulot de 9h à 17h tranquillement et ça vient comme un argent, enfin un revenu supplémentaire juste pour aider les dépenses quotidiennes. Les hommes iront au-delà. Donc le premier levier, c'est la confiance en soi, la confiance de pouvoir démarrer, se lancer et le faire avec confiance, avoir croire en son projet. Donc ça, c'est le premier levier sur lequel nous allons les former, il est majeur. C'est pour ça qu'on leur donne des mentors qui sont solides, qui vont leur permettre de traverser des périodes de doute et pouvoir se relever à temps. Qui leur transmettent leurs compétences. Absolument. Qui leur transmettent leurs compétences et qui leur transmettent aussi, qui leur ouvrent leur réseau. Ça, c'est le premier. Alors, le deuxième levier, ça va être la vision. Donc, les femmes vont commencer un business, gagner, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1 million tous les mois, et elles vont s'en contenter, alors que ce business a peut-être un potentiel beaucoup plus grand. Donc, cette vision-là, on la travaille en faisant des business plans, en faisant de la stratégie, en allant dans le marketing, en puisant plus profondément pour leur permettre d'avoir une vision. Ça veut dire que dans 5 ans, où est-ce que ce business se trouvera? Et ça, c'est un travail qu'elles ne feront pas naturellement. Et après, tout le reste, ça va être de la gestion, du marketing, enfin, vraiment tout ce qui va leur permettre de pouvoir s'assurer que leurs entreprises sont viables et que dans 10 ans, elles soient encore là. Donc, on a besoin d'entreprises profitables, solides, avec des dirigeants qui sont capables de traverser ces 10 ans-là. Parce qu'on passe d'une étape à une autre, on commence en TPME, après on devient PME. Exactement, c'est progressif. Voilà. Mais il faut avoir la capacité de pouvoir traverser tous ces leviers-là. Donc, la formation est vraiment très intense et elle demande justement que ces entrepreneurs-là se focalisent sur la formation pendant cette période-là, tout en continuant à gérer leurs activités. Ce n'est pas facile, on a des crises de nerfs de temps en temps, mais les académiciennes sont bien sorties, tout avec beaucoup de succès. Je comprends. Compétence, vision, surtout auprès de ces femmes. Assietou, peut-être une question un peu plus technique. Vous qui êtes aussi dans la formation, comme les deux autres panélistes, quelles sont pour les femmes les compétences, peut-être pas financières, mais de gestion que vous pouvez mettre en avant, en tout cas, pour permettre à ces femmes de mieux gérer leur entreprise, de mieux gérer leur business, on va dire. D'accord. Alors,
déjà, je voudrais revenir sur deux événements majeurs dans l'économie ivoirienne africaine ces 2 dernières décennies. Ou plus, hein, la première a été les portables, les téléphones mobiles, parce que le nombre de lignes fixes qu'on avait sur le continent africain n'aurait pas permis le développement qu'on a aujourd'hui. C'est le téléphone mobile qui a permis de créer tout cet enthousiasme en fait autour du e-commerce, du commerce de proximité, de la revente, de la vente en ligne, et qui a développé pas mal d'entreprises féminines ou de jeunes entreprises. La deuxième chose, après les portables, pour moi, les portables ça a déjà été un leapfrog. Donc on est passé d'un continent où on n'avait pas de moyens de communication à un endroit où même la petite dame dans le village a au moins un petit téléphone, même si ce n'est pas un Android, pour joindre, pour passer une commande. Vous pensez, sans vous couper, vous pensez que le portable, que le mobile, a en tout cas facilité, permis en tout cas aux femmes d'avoir de plus en plus accès à ce qu'on appelle oui, il a joué un rôle majeur dans le secteur informel en tout cas. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été le mobile banking. À partir du moment où on a eu des plateformes de mobile banking, parce qu'il faut savoir qu'on a un taux de bancarisation qui est aux alentours des 26%, voilà. Et même en termes d'inclusion financière, on est autour de 43% en Côte d'Ivoire. Et quand vous mettez ces choses ensemble, vous vous rendez compte qu'on a créé un écosystème. On a créé un écosystème à travers les microfinances, à travers le mobile banking, qui a permis aujourd'hui de développer ces entreprises-là d'un point de vue budgétaire, financier. Ce qui va manquer maintenant, pour moi, en termes de développement pour ces jeunes femmes qui représentent 50% de la population ivoirienne, et quand on parle de jeunes jusqu'à 25 ans, c'est 60% de la population ivoirienne, donc c'est énorme. C'est notre force de travail. Et ça peut aller plus loin aussi, hein, si on va sur les données de l'Union africaine. Oui. C'est peut-être jusqu'à 35 ans qu'on peut être considéré comme jeune. Comme jeune. Mais de 0 à 25 ans, c'est 60% de la population ivoirienne déjà. Donc c'est énorme, et on sait qu'à partir de 15 ans déjà, il y en a qui sont déjà dans le e-commerce, qui font de la vente, mais ils vont manquer d'éducation budgétaire. Donc là, il faut les former à une comptabilité de base. Il faut qu'on arrive à mettre en place des programmes de formation qui soient adaptés aux personnes qui ont un niveau scolaire plus bas, et donc en dessous de la 6e. Des formations imagées, voilà, qui vont permettre de créer un budget dans un petit cahier et de pouvoir gérer ce budget, de l'optimiser à partir de ce petit cahier-là. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va... il faut se servir des rudiments en fait, et arriver à passer des valeurs essentielles. Il faut aller à l'essentiel en termes de formation budgétaire avec les femmes. Oui. Que ce soit en zone rurale, que ce soit dans les marchés, il faut leur donner accès à la vente en ligne, autant pour les produits vivriers que pour le reste. Il faut leur donner accès au téléphone, il faut leur donner accès à un type d'éducation qui soit adapté à eux. On a pu le faire avec la publicité. Avant, on avait des publicités qui n'étaient pas à notre image, on va dire. Maintenant, on a des phrases typiquement ivoiriennes sur les pancartes. Donc, c'est-à-dire qu'on a su toucher les populations avec leurs propres termes. Ton J calé, par exemple, chez Wave. Voilà, exactement. Ton J calé. Mais il y en a eu pas mal avant, avec Orange également et tout ça. Peut-être pour pas s'éterniser sur cette question, et toutes mes excuses, hein, j'ai pas laissé en tout cas au mieux d'être aligné avec le temps qui souvent nous est imparti. Ce que l'on comprend, c'est que, comme le disait aussi Manon, et comme l'a suggéré tout à l'heure Marc, la question de compétences, ça revient tout le temps. Et vous pensez en tout cas que des outils tels que le digital peuvent non seulement répondre à un certain nombre de besoins, mais aussi amener les femmes à avoir un peu plus de compétences et à s'aligner
sur les différents enjeux que nous avons aujourd'hui en termes d'autonomisation et d'inclusion financière. Marc, avant de vous donner la parole sur les différents programmes que vous avez, je tiens à préciser qu'on a un officiel parmi nous qui est Madame Lydie Kwame, qui est représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On s'excuse pour des raisons logistiques, Madame, vous n'êtes pas parmi nous ici sur l'estrade, mais en tout cas vous êtes au rang des officiels. Je souhaiterais vous passer la parole de manière à pouvoir donner votre point de vue, Marc, avant que tu puisses intervenir. Avoir votre point de vue au niveau du ministère, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous mettez en place justement en matière d'autonomisation des jeunes et des femmes, et quelle est votre vision aussi sur tout ce qui est inclusion financière? D'accord, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez de participer à cet événement. Je vais me présenter, je suis Madame Diomandé. Je suis sous-directrice en charge de l'encadrement et de l'assistance aux activités socio-économiques des femmes. Je suis à la direction de l'autonomisation économique de la femme, direction centrale en charge des femmes au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Pour ce qui concerne l'encadrement des femmes, nous avons plusieurs activités ponctuelles que nous menons en direction de nos femmes, parce que lorsque nous parlons de femmes, nous travaillons aussi bien avec les femmes entrepreneurs qu'avec les associations et les coopératives, c'est-à-dire aussi bien les femmes du milieu urbain que du milieu rural. Dans le domaine de l'inclusion financière, nous avons au sein du ministère un fonds qui est dédié aux femmes. Mais c'est un fonds qui est surtout dédié aux activités génératrices de revenus, c'est-à-dire aux femmes entrepreneurs vulnérables qui ont juste besoin d'un petit apport pour mener une activité, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et puis être une aide ponctuelle pour le conjoint et pour l'époux. Merci beaucoup, Madame. Et ça démontre aussi qu'il n'y a pas que le secteur privé qui s'implique sur ces questions d'autonomisation et d'inclusion financière, que l'État aussi, à travers ses différentes structures et ses différentes institutions, prend aussi, on va dire, à bras le corps cette question-là sur les jeunes, sur les femmes, sur l'autonomisation et sur l'inclusion financière. Merci Madame pour votre intervention. Je souhaiterais qu'on puisse l'applaudir parce que c'est pas tout le temps qu'on a un officier qui nous accompagne sur ce genre de panel. Et Marc, pour revenir à vous, vous avez des programmes. Beaucoup de jeunes ici, c'est sûr, ou encore de femmes se disent mais oui, mais on ne les voit pas, ces programmes, ou on n'y a pas accès. Vous pensez qu'il existe des freins à l'accès à ces programmes, ou c'est peut-être aussi un sujet de communication, de vulgarisation sur lequel il faudrait mettre un peu plus d'accent? Oui, en tout cas, on ne se connaît pas, Paul, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une communication qui est très présente. Il y a des multiples programmes qui existent pour les jeunes femmes, et on utilise de plus en plus, et nos partenaires utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour ce faire, pour leur communication. Il y a des appels à candidature, des appels à projets, et nous les voyons passer de façon régulière. Les gens ne savent pas forcément que la GIZ est derrière, mais la GIZ est néanmoins derrière. Tout à l'heure, je parlais des programmes élevés en particulier, qui est un programme national, voire international, parce qu'ils le font au Togo, ils le font en Côte d'Ivoire, ils le font aussi au Sénégal. Et à partir de là, les femmes dans le monde rural, ce que vous décrivez tout à l'heure, c'est exactement la cible de ces projets-là, où les gens ont des besoins de tout petits tickets. On travaille avec Orange Bank aussi, sur la même façon, sur les tout petits tickets pour les femmes entrepreneurs, mais
dans leur phase de démarrage, dans leur phase d'amorçage. Et ça aussi, on le sait à quel point c'est difficile pour le système bancaire aujourd'hui de travailler sur la partie amorçage, parce que personne n'y croit et c'est très compliqué. Le risque pour la banque est très compliqué. Donc très souvent, il y a une multiplicité des solutions de financement qui sont possibles pour ces femmes-là au démarrage, et très souvent c'est de l'argent familial, des tontines ou de l'argent qu'elles réussissent à glaner à gauche à droite qui leur permettent de commencer. Mais je suis absolument d'accord avec ce que disait Assietou tout à l'heure et ce que disait Manon. Il y a vraiment un besoin urgent de développer des projets qui soient sur l'éducation financière. Tout à l'heure, Assietou a parlé d'éducation budgétaire, mais je pense que ça peut être ça. Éducation de l'épargne. À quoi ça sert l'épargne? Et ça, c'est peut-être un truc intéressant à mener au niveau des écoles. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à bien apprendre à gérer son budget personnel. Et on l'a vu, ça porte vraiment ses fruits lorsque les jeunes demoiselles, lorsqu'on leur apprend à gérer un budget familial, après, par extrapolation, elles peuvent commencer à comprendre comment ça marche dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, l'autonomie financière des femmes, ça ne passe pas seulement par l'entrepreneuriat, il y a bien d'autres moyens d'être autonome. Et là, on voit qu'une des raisons de la réussite de plusieurs projets d'autonomisation des femmes passe pas seulement par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un des vecteurs, mais ce n'est pas le seul. L'autre vecteur sur lequel nous travaillons énormément, c'est la partie insertion professionnelle, c'est-à-dire travailler avec des entreprises qui sont à la recherche désespérément, encore une fois, Assietou peut nous en parler, mais désespérément de pépites. Tout à l'heure, on parlait de pépites entre nous, mais de personnes qui sont bien formées et qui sont intéressées de travailler dans les entreprises, ou dans les PME dont on parle, parce que les ressources humaines et la gestion des ressources humaines, c'est aussi essentiel pour amener de l'autonomie pour ces jeunes femmes et leur donner une chance. Encore une fois, contrairement à beaucoup de gens que j'entends parler régulièrement, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à le dire, et il n'y a pas de honte à l'entendre. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, j'en suis la preuve. Je suis employé d'une grande entreprise et je m'en sors très bien. Et je pense que je ne suis pas le seul comme ça. Donc vouloir à tout prix faire que des entrepreneurs et des entrepreneurs femmes, c'est peut-être pas le bon choix. Il faut travailler sur les deux axes. Et en revanche, le core business, le core problème de cela, c'est que même pour les jeunes femmes qui veulent chercher l'emploi, mais ça marche aussi pour les jeunes hommes d'ailleurs, c'est de se bien former, d'être bien formé, de bien apprendre leur futur métier. Ça, c'est vachement important. Et la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est le comportement. Et peut-être qu'Assietou, tout à l'heure, peut nous en parler tout à l'heure, parce que ça, qu'elle travaille dans les ressources humaines, elle peut en parler beaucoup mieux que tout le monde, mais le comportement de certains ou de certaines employées font qu'elles sont sur le carreau. Elles ne trouvent pas de job parce qu'elles ont des compétences techniques peut-être, elles ont l'expérience pratique, c'est certain, mais elles ne sont pas capables de travailler dans une équipe, elles ne sont pas capables de travailler dans une entreprise parce que les règles du jeu sont importantes. Donc évidemment, elles ont des droits à revendiquer, mais elles ont un devoir aussi par rapport à l'entreprise. Arriver à l'heure le matin, ne pas passer toute sa journée sur les réseaux sociaux pendant que je travailler un minimum d'heures, ne pas être absente chaque semaine, etc., etc. Et toutes ces choses-là, il faut aussi les intégrer dans de la formation, et c'est aussi ce que nous faisons. On travaille énormément là-dedans, et c'est ce que nous résumons dans ce que nous appelons les soft skills. On donne à ces jeunes personnes, hommes et femmes, quelques rudiments de bien se comporter au travail, de bien savoir écrire un CV, de bien aller à un entretien d'embauche, bien coiffé, bien propre, bien parler, bien se présenter, etc. etc. Il y a tous ces aspects-là, c'est des choses qui sont absolument essentielles pour l'autonomie des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et pour en revenir à l'autonomie financière maintenant, si on revient, on fait la boucle avec ça. Tout à l'heure, vous parliez, vous posiez une question par rapport aux outils digitaux. C'est évident que les outils digitaux ont précipité énormément, surtout dans les pays où
le téléphone sous son ancienne forme n'était pas non plus extrêmement bien développé. Donc on est passé directement à un modèle très rapidement, on a sauté les étapes. On a sauté les étapes, aller vers le digital. Et avec les smartphones, ça a accéléré évidemment tout ça. Et ce que ça a apporté, je l'ai noté tout à l'heure pendant que mes deux prédécesseurs ont parlé, mais il y a un outil très important, c'est l'aspect communautaire de tout cela. C'est-à-dire que les jeunes femmes aujourd'hui sont sur Insta, sont sur TikTok, et elles voient aussi ce que les autres font, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller voir autre part ce qui se passe. Mais grâce à des choses comme TikTok, par exemple, elles peuvent voir aussi ce qui existe autre part. Donc elles peuvent améliorer leurs produits, améliorer la gamme de leurs produits, améliorer l'achalandage de leurs produits, et travailler sur le marketing, travailler sur le packaging, travailler sur ça, parce qu'elles voient ce qui existe autre part. Donc il y a une exposition qui est vraiment super. Et je vais terminer là-dessus parce que je te vois t'inquiéter sur le fait que je parle beaucoup. Allez-y. Mais le dernier point, c'est aussi l'aspect solidaire des entrepreneurs en général. À ce moment-là, je mets à part les employés. Et l'aspect extrêmement important de la solitude chez les entrepreneurs. Les entrepreneurs femmes encore plus, qu'elles sont encore plus isolées. Et sachez aussi, on n'a pas besoin, je ne vais pas faire des démonstrations là-dessus, mais une jeune femme qui, au début de sa vie sociale, il y a aussi l'aspect mariage, il y a aussi l'aspect enfant, il y a aussi l'aspect famille, il y a aussi l'aspect foyer, qu'il faut aussi mélanger tout ça en ajoutant avec cela l'entrepreneuriat ou le fait de travailler. Donc évidemment, tout ça c'est énormément de tâches, peut-être que les hommes ont moins de ce genre de tâches sur les épaules, et pour les jeunes femmes c'est très important. Et il y a cette solitude de l'entrepreneur qui est absolument diabolique et qui peut être très intéressante maintenant de travailler à travers des programmes de mentorat ou des programmes de coaching, parce que justement ce mentor non seulement apportera des connaissances techniques, mais surtout, et nous on le voit très bien à travers les programmes de mentorat que nous faisons, on le voit très bien qu'un des aspects du rôle du mentor ne se situe pas toujours au niveau technique, c'est précisément la personne avec qui je vais venir partager des problèmes de la maison, des problèmes dans mon boulot, psychologique, humain, c'est extrêmement important. Exactement, voilà. Merci beaucoup Marc pour votre intervention. Comme je vous précisais en fait en début de panel, nous avons le privilège en tout cas d'accueillir à distance Sonia Barbara, qui est chargée principale de l'AWAFA pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, à la Banque africaine de développement. Bienvenue à ce premier salon d'investissement Sonia. Vous allez bien? Vous m'entendez? Merci. Oui, parfaitement. Vous m'entendez? Parfait, oui, on vous entend, oui. Je vais vous laisser, je vais laisser vous présenter, présenter votre structure, ce que vous faites, avant de poser une question assez pertinente quand même, je l'espère pour le public. Très bien, merci beaucoup encore pour l'invitation et félicitations pour les organisateurs pour ce salon qui est important, encore une fois, même si à Abidjan c'est très dynamique, on envoie des événements et je pense qu'il est toujours important, au-delà du financement, de l'accompagnement, de faire également de la pédagogie d'usage, de faire de la sensibilisation, parce que c'est à travers aussi ce genre de salon et de réseautage que de jeunes, peut-être femmes, pourront avoir accès à l'information pour pouvoir soit, comme disait tout à l'heure un des panélistes, adopter la voie de l'entrepreneuriat, soit évidemment choisir d'autres peut-être créneaux et être plus aligné aux besoins du marché en termes de capacité et évidemment d'adaptation aux exigences du marché du travail. Donc je m'appelle Sonia Barbaria, je représente la Banque africaine de développement, dont le siège donc, est à Abidjan. Et plus particulièrement, je suis la chargée principale régionale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord d'une initiative phare coordonnée par la Banque africaine de développement qui s'appelle AFAWA. Donc c'est Affirmative Finance Action for Women in Africa. C'est un programme clé qui essaye dans sa mission principale de réduire le déficit de financement qui est estimé à environ 49 milliards de dollars en Afrique. Donc AFAWA
plusieurs véhicules ainsi que piliers pour pouvoir arriver à soutenir et faciliter l'accès au financement pour des femmes entrepreneurs tout au long de l'accompagnement en pré-création et post-création évidemment avec de l'accompagnement en complément au financement. Voilà, ça c'est juste brièvement une petite présentation. Merci Sonia. Pour la souhaiter la bienvenue, on peut l'applaudir. Elle est avec nous en ligne. Pour toucher du doigt très rapidement ce que vous faites au niveau de la Banque africaine de développement, c'est quoi la clé? Parce qu'on aurait compris justement que vous touchez aussi toute l'Afrique de l'Ouest et donc y compris la Côte d'Ivoire. C'est quoi la clé pour que des femmes puissent avoir de plus en plus accès à des financements du type Banque africaine de développement et comment est-ce que vous, en tout cas en tant que chargé principal, quelles sont les actions que vous menez pour justement répondre à ce besoin de financement et surtout avoir un peu plus d'impact? Des exemples peut-être concrets pour que le public puisse toucher du doigt vraiment ce que vous faites. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question assez importante aussi par rapport au contexte. Je pense que si on puisse peut-être aborder le sujet de l'accès au financement et l'accompagnement, notamment l'accès au marché, parce que sans marché, il n'y a pas de pérennisation de ces entreprises-là qu'on a beau peut-être accompagner. Et donc c'est important et crucial, le financement, mais aussi les marchés qui ne vient qu'à travers aussi un accompagnement et des structures, et de saluer encore une fois les panélistes et les structures d'accompagnement, que chacun fait son rôle. Et je pense que c'est ça, grâce à cette synergie justement entre tous les acteurs de l'écosystème, qu'on puisse tous ensemble essayer d'avoir un impact et réduire soit le taux de chômage, soit le déficit de financement. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, je pense que selon les études qu'on a, il est estimé que le pays a un déficit de financement pour les entreprises formelles de 144 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose d'important. Une seule entité ne pourra venir à elle-même combler tout ce déficit-là, d'où l'importance justement de l'accompagnement en pré-financement et post-financement. Donc si je réponds à la première partie au niveau de comment les femmes entrepreneurs puissent justement bénéficier peut-être et être prêtes pour du financement, je pense que c'est un processus tout inclusif qui vient d'abord, si on prend la chaîne de valeur, au niveau de la formalité. Il est extrêmement important de noter qu'en général sur le continent, on compte de 80% de femmes qui travaillent dans l'informel. Ces femmes-là ont peut-être pas recours à du financement direct parce que les institutions financières ne peuvent malheureusement octroyer directement de crédit s'il n'y a pas d'une entité légale. Donc un premier point, c'est l'accompagnement et accélérer cette transition de l'informel vers le formel qui va permettre justement de mieux présenter cette cible-là, formalisée, prête au niveau de renforcement de capacité et les mettre en contact avec des institutions financières, soit microfinance, soit des banques commerciales, soit des fonds d'investissement pour tout ce qui est equity. Donc tout dépend de la vie de l'entreprise et de la phase dans laquelle la femme entrepreneur va pouvoir démarrer. Donc ça c'est une question très importante. Après, au niveau de l'accompagnement, je pense qu'une femme entrepreneur ne pourrait aller peut-être frapper directement aux portes des institutions financières sans avoir pris connaissance des besoins, être accompagnée. Et ça ici c'est le rôle des incubateurs, des ONG qui accompagnent les femmes entrepreneurs, de structures soit publiques, soit privées, pour pouvoir prendre par la main ces entrepreneurs femmes, essayer de les aider à avoir peut-être des idées et plus innovantes pour pouvoir aussi suivre les besoins au niveau du marché. Ici, depuis tout à l'heure, les panélistes n'ont pas ils ont souligné plutôt l'importance du numérique, de la technologie. Je pense que c'est un marché en croissance. On
on ne peut être vraiment, même dans les secteurs les plus classiques et traditionnels tels que l'agriculture, maintenant on est en train de parler de smart agriculture et comment faire un tissage et louer les nouvelles technologies avec des secteurs classiques. Quand on parle aussi par exemple de tout ce qui est habillement et le secteur de la mode, du fashion, on a des plateformes e-commerce. Sans accès à ces plateformes-là, peut-être qu'on ne peut pas accéder à des marchés à l'international. Donc tout revient aussi avec les nouvelles tendances et comment cet accompagnement-là qui va partir de la base vers un business plan bien bancable, vers une idée qui tient la route, qui est pérenne dans le temps, comment pouvoir accompagner cette femme-là. Et je veux dire, femme ou homme, hein, si on prend les jeunes, c'est une cible, les femmes aussi ont presque les mêmes contraintes, mais peut-être d'autres contraintes un peu plus sociales, etc. Après, on parle de risque. Au niveau des institutions financières, évidemment, on ne peut aller frapper à la porte sans demander, et ça, c'est le rôle des institutions financières aussi. C'est comment réduire le risque, encore une fois, surtout quand il s'agit d'une start-up innovante ou autre. Donc là, on met à disposition aussi au niveau du programme AFAWA d'un programme de garantie qui va permettre aussi d'accompagner les institutions financières partenaires pour dérisquer ces entreprises-là et pouvoir les rendre plus prêtes pour pouvoir lever les fonds nécessaires. Au niveau de l'accompagnement, comme je viens de dire, ça part du financement vers l'accès au marché pour pouvoir essayer de soutenir aussi bien au niveau du financement en pré-financement qu'en post-financement et évidemment les accompagner aussi à peut-être aller vers l'export, de sortir vers un marché local, vers un marché régional. Je pense que l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest est assez développée comparant à d'autres régions, et ça c'est important aussi de le mentionner, et aller vers l'international, parce qu'après tout, des produits qui sont de qualité peuvent évidemment être exportables vers d'autres marchés au niveau mondial, et ça aussi c'est un accompagnement. Donc maintenant au niveau du programme AFAWA, on n'octroie pas directement du financement à proprement dit, mais plutôt on travaille avec des institutions financières partenaires. Et donc AFAWA, comme je dis, c'est un programme phare qui ambitionne de réduire et combler le déficit de financement sur la période allant jusqu'à 2026 à 5 milliards. Pour cela, on essaye de mobiliser des financements qui vont être des financements concessionnels pour pouvoir lever plus de fonds et venir vers cette cible-là des 5 milliards. Donc pour ce faire, on a le premier pilier, l'accès au financement. On a des banques partenaires avec qui on travaille, soit à travers la garantie pour la croissance, le programme spécifiquement conçu pour dérisquer. Et ça, on le met en œuvre grâce à un partenariat stratégique avec le Fonds africain garanti, AGER, qui est déployé partout en Afrique et évidemment en Côte d'Ivoire, ainsi que les instruments traditionnels financiers de la Banque africaine de développement, tels que des lignes de crédit, des lignes de financement de commerce ou bien de l'equity investment, financement par l'equity, avec des fonds d'investissement ou autres, pour pouvoir négocier avec ces partenaires-là une portion significative qui va être allouée à des entreprises féminines. Donc voilà, avec ce financement-là, on essaye de l'accompagner à travers une assistance technique et évidemment, sans oublier l'aspect réglementaire d'un point de vue macroéconomique, parce qu'on ne peut pas opérer sans avoir des réformes évidemment en ligne pour pouvoir faciliter l'accès au financement et rendre l'environnement des affaires beaucoup plus propice à l'essor de l'entrepreneuriat féminin. Oui, merci Sonia. Merci Sonia. Non, c'était donc c'est surtout très intéressant. Ce qu'on a compris surtout, c'est que vous ne travaillez pas seul pour avoir de l'impact. Il y a tout un tas d'intermédiaires et d'acteurs et de partenaires autour. Je propose qu'on revienne sur Abidjan pour ne pas perdre notre public.
Et je vous propose surtout de rester en ligne parce qu'il y a une série de questions-réponses qui va venir. La régie vous communiquera à quel moment justement vous pourrez vous reconnecter. Merci beaucoup Sonia, c'est vachement intéressant ce que vous avez avancé en tout cas en termes de chiffres et aussi en termes d'impact avec vos partenaires. Maintenant, nous revenons sur Abidjan. Vous êtes toujours avec nous. Vous avez un organisme justement qui accompagne les femmes sur ces sujets-là. Il y en a plusieurs comme organisme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs justement qui s'intéressent à ces questions-là. C'est quoi les best practices? Est-ce que ça passe par parler de plus en plus à des femmes, à des associations, faire des réunions, des ateliers? C'est quoi les best practices pour justement toucher cette population de jeunes et de femmes, justement, en l'occurrence pour vous, qui ont des problèmes d'autonomisation et d'inclusion financière? Alors, je pense qu'il y a tellement de sujets, et je pense qu'en écoutant la responsable de l'APAWA, en écoutant tous les co-panélistes, il y a tellement de sujets adressés que la pléthore de réunions, de conférences, essaie d'adresser chacune un sujet particulier. Mais en général, je pense que le moyen le plus simple, c'est vraiment de cibler. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, quand je regarde le programme d'insertion professionnelle, il s'adresse à plusieurs leviers. Il va s'adresser aux personnes qu'on essaie d'insérer en entreprise. Et il va aussi s'adresser aux femmes qui veulent être entrepreneurs, mais qui ne sont pas encore formalisées. Donc, on va leur donner des rudiments. Donc là, on est encore en forme d'amorçage, en gros. On essaie de les formaliser. C'est maintenant qu'elles vont aller au CBC, créer des entreprises et tout ça. Donc, il va y avoir des forums qui vont avoir cette thématique précise. Il va y avoir des incubateurs. Les incubateurs vont prendre celles qui ont démarré, qui n'ont pas encore pignon sur rue, mais qui essaient d'avancer et qui vont les accompagner. Donc, ils vont créer des incubateurs sur 3, 6 mois, 9 mois, pourquoi pas, pour leur permettre de pouvoir comprendre même ce qu'elles veulent faire. Et ensuite, il va y avoir des accélérateurs. Donc, nous, on va plutôt sur la phase d'accélération parce qu'à partir de l'accélération, on rentre dans un mode de financement qui est quand même qui est beaucoup plus critique. D'accord? Et à chaque phase va s'adapter un différent mode de financement. Il va y avoir, évidemment, en général, on va compter sur les business angels. Je suis aussi membre du Côte d'Ivoire Business Angel Network, qui est un club de personnes qui ont envie d'investir leurs fonds personnellement, de façon individuelle, sur des projets. Je dis des projets parce que je ne dis pas entreprises, parce qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là, mais de porter ces projets-là à un certain niveau. D'accord? Et ensuite, maintenant, ces projets-là vont grandir, arriver à un niveau où c'est peut-être qu'ils sont en train de rentrer dans le... C'est maintenant qu'ils rentrent dans le mode TPME. Quand ils deviennent des TPME, ils vont se diriger vers des incubateurs qui vont leur apprendre les rudiments du métier et tout le reste. Et ensuite, ils vont passer dans le mode d'accélération, là où maintenant on les envoie, on les encourage à aller dans les supermarchés, à s'ouvrir sur le public et à passer quelquefois à des modes de TPME à PME et pourquoi pas même des sociétés anonymes et autres. Donc chaque conférence a son rôle. La chose qu'il faut éviter, c'est d'avoir des conférences où on ne fait que parler. Et moi, j'ai un véritable problème avec ça. Et c'est pour ça que je suis vraiment fan, et je suis présidente du WIC, c'est vrai, mais je suis vraiment fan du projet, parce que c'est concret. D'accord? L'idée, c'est pas juste de faire une pléthore d'entrepreneurs. Marc le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, donc il ne faut pas forcer la main ou obliger certaines. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Vas-y, postule dans une entreprise comme Maman Karamoko va postuler dans une entreprise et fais-le à tes heures perdues. Mais quand on est entrepreneur à ce moment-là, on se projette beaucoup plus loin. Et donc, chacune de ces conférences-là doit avoir une utilité bien précise. Parce que sinon, on va parler, rien ne va vraiment se lancer. Marc, sans vous couper en tout cas, Manon, Marc, peut-être pour rebondir sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a aussi une vraie question de, j'arrive peut-être pas à vulgarisation, mais vous concevez des programmes pour des jeunes, comment est-ce que l'on peut garantir, je vais peut-être beaucoup insister dessus, garantir le fait que ces jeunes-là, sans exclusion, sans barrière, puissent avoir accès à ces programmes. Est-ce que vous avez des points qui vous permettent de pouvoir toucher du doigt? Oui, on souhaitait former 100 000 jeunes, il y a vraiment 100 000 jeunes qui ont été formés, on souhaitait accompagner 200 000 jeunes, j'exagère un peu dans les chiffres, hein, mais c'est juste pour donner un exemple,
200 000 jeunes sur l'accompagnement à l'emploi. Oui, on a vraiment accompagné 200 000 jeunes de manière à ce que derrière on puisse tomber sur les questions et réponses. La question, c'est quoi? La question, c'est comment est-ce que vous faites aujourd'hui, vous avez des programmes. Comment est-ce que vous faites pour garantir justement que ce que vous avez conçu en tant que programme puisse vraiment toucher le nombre de jeunes que vous avez souhaité vous avoir en avant? Qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il puisse freiner en tout cas l'accès à ces programmes. C'est une question très, très intéressante, mais en même temps, c'est très compliqué d'y répondre. Comment toucher? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les bailleurs de fonds, comme dont je fais partie, ou notre collègue Afawa tout à l'heure en a parlé, nous avons aussi, nous, des engagements vis-à-vis de nos États donateurs pour déterminer comment est-ce que les projets vont être développés dans chaque pays. Donc, et pour cela, nous avons des critères qui nous servent pour faire les sélections. Donc, comment est-ce que je peux garantir? C'est qu'effectivement, lorsqu'on fait des projets qui sont dédiés aux femmes, en cette occurrence, on essaie de proposer plusieurs types de projets qui s'adaptent à plusieurs typologies de jeunes femmes, parce qu'on est vraiment dans l'inclusion financière. On propose des projets qui peuvent répondre à des femmes. Tout à l'heure, on en a discuté, des femmes, quelques-unes, des femmes qui savent ni lire, ni écrire, elles savent très bien compter, en revanche, elles savent le faire, on peut leur faire confiance, mais elles ne savent pas forcément lire et écrire de façon à pouvoir être partie prenante, discuter avec des banques. Mais néanmoins, elles savent très bien ce qu'elles font. Elles savent vraiment bien, elles savent organiser leur business, parce que je ne parle pas d'entreprise, je parle bien de business, elles savent le faire. Donc on adapte nos formations à ces conditions particulières. On a développé, encore une fois, j'en parlais, on a développé des cursus, des curricula de formation spécifiques pour les personnes qui savent ni lire ni écrire, avec des pictogrammes, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent et qui fonctionnent relativement bien. Et ces personnes-là, on essaie de les accompagner, comme Madame Karamoko parlait d'elle, on les accompagne aussi à travers un processus de formalisation, parce que pour nous c'est essentiel aussi. On doit tenter de les formaliser. Alors vous savez mieux que moi, mais en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types de formalisation. Elles ne vont pas toutes avoir une SARL. Elles peuvent rester au niveau d'un commerce, elles peuvent rester au niveau d'une micro-entreprise, ou passer au niveau PME ou PMI, lorsqu'elles vont avoir la caractéristique qu'il faut pour l'être. Donc c'est ça, on adapte nos formations par rapport à nos besoins, mais surtout par rapport aux besoins qui sont exprimés par les ministères avec lesquels nous travaillons, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de la Femme. On travaille avec plusieurs ministères pour essayer de déterminer en amont quels sont les besoins du pays en termes de développement et quels sont les besoins des femmes, parce que nous sommes là déjà depuis pas mal d'années à regarder ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et on le voit autour de la table ou derrière nous, on le voit, on travaille presque tous de la même façon. On travaille dans le préfinancement, donc donner la formation financière, qui est l'éducation financière, comme on l'appelle. On travaille sur l'aspect technique, améliorer le produit, identifier le produit, mais on travaille énormément. Et je sais que je suis pour l'instant très porté là-dessus, parce que j'ai vu au travers des programmes que les avons fait à quel point le changement comportemental influe le reste, surtout pour les femmes, surtout pour les jeunes femmes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le comportement, l'estime de soi? C'est un élément extrêmement important pour avoir donné envie à cette jeune femme d'aller plus loin. Quelquefois, on voit arriver des femmes avec une idée, et puis après la formation, elles laissent tomber l'idée première et partent avec une deuxième idée parce qu'elles ont compris que ce qu'elles faisaient, ça n'allait pas aboutir. Donc quand on parle d'estime de soi, on travaille aussi énormément sur la vision. Et tout à l'heure, Mme Kerabanko l'a dit, la vision. Il y a énormément de jeunes femmes qui viennent nous voir, mais qui ont absolument, et c'est normal, on ne leur a pas appris ça. Elles viennent avec une idée globale, mais pas de vision. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux organiser ma vie? Comment je veux organiser mon business pour arriver à quoi? Et c'est ça le problème. Ce cheminement-là prend du temps. Et ça aussi, il faut que les opérateurs, comme je suis,
on arrive à comprendre cela aussi. Pour faire d'un petit business à un business qui est cohérent, ça prend du temps. C'est 1 an, 2 ans d'apprentissage avec 1, 2, 3, 4, 5 formations différentes. Parce que pour chaque formation, vous allez apprendre un truc ici, un truc là-bas, un truc là-bas, un truc là-bas. Il y a très peu aujourd'hui de programmes qui vous permettent de faire un suivi pendant 1 an de la même personne. Ça n'existe pas, parce que c'est trop cher. Il faut être aussi très honnête. Ça coûte très très cher. Notre ami de Hawaii tout à l'heure parlait d'un suivi post-financement. Oui, on rêve tous de le faire ça, mais qui va financer ça? Financement et post-financement. Qui va financer ça? Et pendant combien de temps vous allez le faire? En revanche, c'est un des obstacles, encore une fois, notre ami Karamoko tout à l'heure l'a dit, il y a des obstacles majeurs. Pourquoi les femmes ont du mal à se faire? On reste toujours dans l'aspect entrepreneurial, hein, on tourne un peu autour de ça aujourd'hui, mais pourquoi elles ont du mal à se faire financer? Dans les principaux obstacles, c'est parce qu'il n'y a pas confiance non plus dans le système bancaire. Le système bancaire n'a pas confiance dans les femmes, dans les femmes entrepreneurs. Pas parce qu'elles sont femmes, mais parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas la formation initiale suffisante pour pouvoir bien gérer leur entreprise. Donc travailler sur la gestion administrative de leur entreprise, travailler sur la gestion financière de leur entreprise, travailler sur la gestion des ressources humaines de leur entreprise, savoir aussi déléguer, parce qu'un chef d'entreprise, une femme surtout, elle a, je le disais tout à l'heure, je répète parce que c'est important, elle a un mari, elle a des enfants, elle a un foyer, et en plus de ça, elle doit gérer une entreprise. Et on lui demande d'être omniscient, on lui demande de savoir tout faire, la comptabilité, la gestion de ressources humaines, la finance, aller parler avec les banques, et en même temps faire des achats et vendre. Donc imaginez le nombre de boulot qu'elle doit maîtriser. Très bien. Je termine là-dessus. Il faut qu'elle apprenne aussi à déléguer, et la meilleure façon d'apprendre à déléguer, c'est de recruter des gens qui ont ces capacités de façon permanente, en employant du personnel permanent, ou bien en utilisant des cabinets qui leur permettent de gérer, de déléguer certains aspects de leur commerce ou de leur gestion. Merci Marc. Pour permettre justement à notre public aussi de pouvoir interagir et de donner son avis sur ces questions-là, sinon d'avancer justement, de poser des questions auprès de nos 3 panélistes. Je vais ouvrir les questions, justement. 2 à 3 préoccupations, parce que le temps est parti vraiment peu. Et puis il faut rappeler également que les questions, vous pouvez également les poser au ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, parce que dans la famille, on a la femme et l'enfant qui est bel et bien représenté. Et je voudrais qu'on fasse un banc pour ce ministère, avec la sénatrice qui est venue d'elle-même et sur l'événement. Pour ceux qui ont pu voir le spot à la télé de manière speed, de manière rapide, c'est bien libellé, c'est sous l'appui institutionnel du ministère de la Femme. Et les bons que je viens de voir, c'est des bons de convenance. Je veux de vifs applaudissements pour le ministère. À côté du ministère, on a eu hier la présence du ministre du Mandara, qui n'a pas pu venir, mais par son touchement, on a eu son allocution de son conseil technique, M. Éric Ouattara, et le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Commerce, est le patron de cet événement. Et pour également, il faut une avalanche d'applaudissements. Mesdames, vous avez été fabuleuses, vous avez été extraordinaires. Messieurs, vous avez été également plus qu'extraordinaires. La modération, elle a été parfaite, avec vraiment une modération, un timing très bien respecté. On va juste prendre 2 à 3 questions parce que franchement, le temps est parti. Il est mort, il est clos. Donc on va prendre juste 2 3 préoccupations et on va se faire une belle cérémonie de clôture, tout en nous rappelant que l'édition 2 du salon d'investissement revient. Et madame, il faut transmettre à madame la ministre que cette fois-ci, il faut qu'elle soit là elle-même pour encourager les dames et les enfants et même les jeunes qui sont présents. Donc je vais donner la parole à M. Wilson et prendre rapidement 2 préoccupations parce qu'on a beaucoup de temps. La parole est plutôt ouverte au public. Au public, je crois qu'on a une première question juste là, oui, à ici, gauche. rapidement. Merci. Bonsoir, je suis Fatima Keïta, je travaille dans le secteur bancaire. Alors ma question s'adresse à tous les panélistes. J'ai entendu parler du fait que très peu d'entreprises tendent à être formelles. J'aimerais savoir si la fiscalité constituait un frein à cette formalisation-là, et si l'aspect fiscal est prévu pour les entrepreneurs. Parce que pour moi, c'est aussi un volet très important d'une entreprise.
savoir que lorsqu'on rentre dans la formalité, on doit payer son impôt. À quel type d'impôt on est exposé en fonction de son chiffre d'affaires. Et voilà, c'est ça ma question. Merci. Merci. Aïssatou, peut-être vous répondre à cette question sur le volet fiscal des entrepreneurs. Alors, je vais répondre pas en tant que membre de la DGI ou quoi que ce soit, mais plutôt en tant qu'entrepreneur de ma propre expérience. Alors, on est exposé à différents régimes fiscaux en fonction du type d'entreprise qu'on crée. Donc, soit une société anonyme, soit une société anonyme à responsabilité limitée ou une société individuelle. En fonction du type d'entreprise qu'on crée, on est exposé à un impôt. Ou pour les petits commerces, comme les petits magasins au marché et tout, et des fois ils ont juste un registre de commerce. Et donc ils paient des patentes de mairie, voilà, etc. Et, je pense que c'est encore en pourparlers avec la DGI. Oui. Je pense qu'il y a un volet qui a été créé récemment qui s'appelle la taxe de l'entrepreneur. C'est un statut. Voilà, le statut d'entrepreneur, donc qui existe pour les entrepreneurs. Et j'avoue, enfin, ce n'est pas nécessairement ça le facteur bloquant. Je pense que le fait de passer même à la formalisation, il y en a qui sont bloqués par le fait de remplir toute la documentation administrative. Et je pense que les CPC aident beaucoup en ce moment les entrepreneurs sur le sujet. Donc j'encourage les entrepreneurs en général à aller au CPC et obtenir tous les documents. La création d'entreprise est d'autant plus simplifiée à ce niveau-là. La taxe entrepreneur est vraiment adaptée aux entrepreneurs. Et je pense que si on a une vision, comme on en parlait tout à l'heure, il faut commencer à payer les impôts dès le départ. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens se lancent et puis 5 ans plus tard, ils ont un redressement et puis ils disent faut qu'on me redresse. En fait, il fallait payer depuis. Donc c'est une habitude qu'il faut prendre dès le départ. Et si on l'intègre à sa manière de fonctionner, ça devient naturel en fait. D'accord, merci. En fait, ma question c'était surtout ça parce que je suis dans le domaine fiscal et je sais très bien que la peur des entrepreneurs, les gens ont peur de l'impôt. Les gens ont beaucoup peur de l'impôt alors que l'impôt c'est important. C'est une contribution qu'on offre à l'État. Il faut savoir qu'en fonction de son activité, il y a un impôt auquel on a assujetti et qu'il faut rentrer dans la formalisation pour pouvoir justement avoir accès à des marchés plus importants. Parce qu'une entreprise qui est moins formalisée n'a pas accès forcément à un financement parce qu'on a peur d'investir dans ce qui n'est pas formalisé. Et l'impôt ne doit pas être une peur, ça doit être quelque chose qui est expliqué aux entrepreneurs. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut participer, il faut contribuer pour bénéficier. Si vous permettez, je vais compléter parce que je pense que ce qu'ont dit les collègues précédemment, c'est la clé du problème. Pour vous dire, en tout cas, dans les formations que nous faisons, nous, en tout cas, que nous finançons, nous, on veille absolument à ce que cet aspect-là soit touché. On considère que c'est un des modules les plus importants à donner à toutes les formations sur l'entrepreneuriat que nous faisons. Et toutes les formations que nous faisons dans le domaine de l'accélération des entreprises passent aussi par ce biais-là. On veille absolument à avoir dans nos formations un module avec l'État, avec la CIPME en l'occurrence, dont c'est le job de veiller, et au ministère du Commerce et de l'Industrie d'ailleurs, dont c'est le job de veiller à expliquer aux femmes ce que va leur coûter les risques et aussi les avantages. Et vous parlez des avantages, les risques et les avantages d'avoir un statut, parce qu'il n'y a pas que des risques, il y a aussi beaucoup d'avantages. On appelle accès à des marchés, accès à de la formation, accès à des supports, etc. Et ce qui est intéressant à travers l'impôt aussi, qui est prélevé, qui est, je dirais, pas très cher en fonction de l'entreprise. L'obviacité, il y a 3-4 formes d'entreprise ou de type de business. C'est pas très cher. Le problème, c'est la régularité. Et le problème aussi, c'est de ne pas rester au même niveau dans l'entreprise, parce que sinon, on n'est pas capable de payer l'impôt à la fin. Je dirais, un des problèmes que nous rencontrons vis-à-vis de ce genre de choses avec les femmes, ce qu'elles nous disent, et ce qui leur fait peur de se déclarer, c'est le passif. Parce que quelquefois, elles ont été dans l'informel pendant 10 ans, et le fait de se formaliser peut entraîner, et on sait très bien, on est tous ivoiriens dans la salle, on sait très bien qu'à un certain moment, 10 ans d'activité commerciale ou business sans avoir rien déclaré, d'un seul coup on va se déclarer, qu'est-ce qui va arriver? Et on risque, voilà, le mot c'est redressement. Je risque un redressement de telle valeur, et à ce moment-là on se met un peu en retrait.
Deuxième étape, CNPS. On va à la CNPS parce qu'on fait des formations, nous, avec la CNPS aussi, de façon à expliquer à tous les types de commerçants, à tous les types de business, ce que la CNPS peut apporter. La CNPS aussi s'est modernisée, a évolué et propose des packages qui s'adaptent vraiment à tous les types de business. Tous les types de business, tous les types d'entrepreneuriat sont adaptés. Et même chose, je n'ai pas déclaré CNPS depuis 10 ans, je dois déclarer un chiffre d'affaires de 5 millions par an. Est-ce qu'ils ne vont pas me redresser depuis 5 ans? Donc toutes ces choses-là, c'est des questions qui sont posées par les femmes auprès des consultants du CNPS ou de l'État qui viennent. Et ça, c'est des choses qui sont passionnantes, mais qui peuvent freiner, qui freinent forcément la majorité des femmes parce qu'elles n'ont pas la réponse, parce qu'elles n'ont pas le forum pour poser la question. Alors que les gens qui font des formations à travers nous, elles ont la chance d'avoir cette information. Voilà. Merci Marc pour la réponse à la question. Donc, on voit que c'est un sujet très passionnant. Je propose qu'on ne puisse pas déborder sur le temps. On a des officiels avec nous. On doit vous libérer aussi en tant que panéliste et puis libérer le public. Une seconde question, si quelqu'un a une question. Si vous pouvez passer le micro à... Oui, merci. Bonsoir à tous, bonsoir aux intervenants. Donc ma question, elle sera plus axée sur les données chiffrées. Je m'appelle Léon Patricia, je travaille dans le domaine de la collecte de données et de l'intelligence artificielle. Je voulais savoir, vous avez parlé du fait que les banques ne fassent pas pleinement confiance aux jeunes entrepreneurs, surtout lorsqu'on parle d'amorçage. Quelle place ont les données justement dans les différents programmes que vous mettez en place? Les statistiques au niveau de l'accès au financement ou de la durabilité et de la viabilité des projets des jeunes femmes que vous soutenez. Donc, est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous mettez en place pour faire des annexes prédictives, par exemple? Et quel est aujourd'hui le gap entre l'accès au financement et le genre, par exemple, au niveau de la banque? Est-ce que utiliser ces données permettrait aux banques d'avoir beaucoup plus confiance en l'avenir des projets soutenus par ces jeunes femmes? Merci. Question très technique. Je vais essayer de répondre à cette question qui est très technique et très pertinente. Évidemment, nous utilisons énormément les bases de données existantes pour préparer nos programmes. Ça, c'est une obligation pour nous aussi parce qu'on ne peut pas non plus monter un programme sans aucune base. Dans nos discussions avec les banques, et encore une fois, madame fait partie d'une institution bancaire, il y en a autour de cette salle, elles sont aussi, les banques, aussi des données. L'État aussi a des banques de données, le ministère du Commerce et de l'Industrie en particulier a des données très intéressantes là-dedans. Et ensuite de ça, toutes les agences de l'État travaillant autour des PME en particulier ont des données. Nous essayons de collecter tout ça et de faire notre propre analyse de cela. Au niveau de l'accès à l'information, si on veut trouver, on va trouver. Et souvent, les données sont relativement mises à jour, et donc c'est assez intéressant. Maintenant, pour répondre avec un chiffre particulier, hier après-midi, nous avions un atelier avec des banques d'un côté et avec des entreprises de l'autre, et nous en intermédiaire, et il était intéressant de les entendre se parler sur un pied d'égalité. Ce sont des entreprises qui avaient été formées auparavant. Donc, elles savent parler maintenant aux banques, elles connaissent les produits des banques, elles connaissent les produits des business angels, elles savent que tout cela existe, mais elles ont pu poser des questions intéressantes. Et est-ce que vous savez, je vous tourne la question, est-ce que vous savez le pourcentage des projets présentés par des femmes auprès des banques qui sont réellement financés? C'est 15%. 15% des projets présentés par des femmes auprès des banques sont financés. C'est absolument ridicule. On voit le gap est énorme. Et donc tout à l'heure, ce que disait Madame Camarocco, c'est exactement ça. Les obstacles, numéro 1, c'est la confiance. Obstacle numéro 2, c'est la formation. Obstacle numéro 3, c'est la formalisation, etc. Et une fois qu'on arrive, nous, en tant qu'opérateurs, lorsqu'on arrive à amoindrir ces risques-là, on voit le sourire des banques qui commence à venir. Et c'est là où les data, pour nous, c'est important, parce qu'on essaie aussi de les faire pivoter un petit peu. Mais les programmes que nous faisons, même si ils sont très importants pour nous, sont ridicules par rapport aux besoins. Quand on revient avec notre collègue de Hawaii tout à l'heure, elle dit, rien que pour la Côte d'Ivoire,
c'est des milliards de déficit de financement. Et ça, c'est des choses que nous essayons, nous, de corriger et de prouver aux banques. Tout à l'heure, elle a dit un truc très intéressant, et je l'ai repris, c'est on doit tenter dans nos projets, parce que ça coûte très cher, on doit tenter dans nos projets de faire de la formation en amont et la formation en aval. Et on voit à travers les projets où on a fait de la formation en aval, post-financement, on voit que le taux de remboursement, et ça va vous faire plaisir aussi, le taux de remboursement des femmes dans lesquelles on a réussi à créer une communauté de femmes. Donc, elles se connaissent toutes, elles ont des réseaux sociaux dont elles font partie. Donc la partie visibilité, si jamais elles ne remboursent pas, est visible dans les réseaux. Donc elles se méfient un peu de ça et c'est super. Les projets sur lesquels on fait du post-financement en suivi, en MNI, post-financement, est de 100%. Les femmes, tous les projets gérés par des femmes qui ont réussi à emprunter des sommes qui vont de 3 millions à 200 millions, 3 millions à 200 millions, il y a 0% d'échecs. Donc ça peut marcher. Et c'est avec ces chiffres-là que l'on va voir les banques et on les ennuie sérieusement. Et on a un projet qui est super passionnant là-dedans qui s'appelle Women in Finance, qui est mis en place maintenant, dans lequel on a réussi à fédérer toutes les banques de la Côte d'Ivoire qui étaient intéressées là-dedans. Donc il y a, je répète, Ecobank, BOA, BNI, tous ces gens-là en font partie. Et en discutant avec eux, on leur a dit, écoutez les gars, on vous amène des femmes qui sont bien formées. On vous emmène un fonds garanti derrière. On vous amène ça. Qu'est-ce que vous faites pour faciliter l'accès au crédit de ces femmes-là? Et là, pour les faire baisser dans leurs taux d'intérêt qui sont fixés en général par le niveau de risque que représente le projet, au début, il commence à 17% et on arrivait maintenant à avoir un consensus à moins de 10% d'intérêt pour les projets qui sont gérés par des femmes. Donc ça, c'est un avantage, parce qu'on a utilisé les data que nous avons trouvées. Ça, c'est la data A, la data B, la data C. On fait une analyse de ça. On va vous prouver qu'en agissant sur tel et tel secteur, on doit pouvoir changer le comportement de la femme vis-à-vis du crédit. On va forcer les gens à rembourser. Mais il y a un gros travail de post-financement qui est à faire. Et cet aspect-là, malheureusement, je le répète parce que c'est super important, cet aspect-là est très très cher et peu de bailleurs de fonds veulent prendre ce risque-là. Et les banques, j'espère qu'il n'y a pas de banquiers qui m'écoutent, mais les banques ne sont pas partie prenante dans la partie post-financement, alors que c'est leur travail, alors que c'est leur boulot. Ils pourraient très bien mettre en place un système de suivi post-financement qui permettrait à eux aussi d'appeler les femmes tous les jours, tous les 2 jours, tous les mois, pour leur demander vous en êtes où, comment marche votre business, qu'est-ce qu'on peut vous aider, etc. Voilà, je vais terminer. Merci Marc, en tout cas, les banquiers vous ont écouté, ne vous inquiétez pas. Je souhaiterais juste ajouter un point à ce que Marc disait, c'est que l'intérêt des fonds d'investissement, c'est qu'il y a un accompagnement qui va se faire post-investissement. Parce que le fonds d'investissement va vous mettre un conseil d'administration avec des membres du fonds qui font partie du conseil d'administration, donc qui sont capables de s'assurer que cette entreprise-là suit les directions qui avaient été planifiées dès le départ. Et ça va être ça la différence entre le financement par la banque et le financement par le fonds d'investissement. Donc c'est important, je pense, pour chaque entrepreneur de savoir vers où se diriger. Ça va pas être très évident pour les banques, mais les fonds d'investissement, en général, quand ils rentrent pour le capital. Exactement. Et à ce moment-là, il y a un accompagnement qui va se faire forcé ou pas, mais il y aura un accompagnement parce qu'ils ont mis des sous, ils veulent s'assurer qu'il y a un retour sur investissement. Je confirme, oui, c'est-à-dire qu'ils sont conseils d'administration avec en général un membre pour suivre justement où vont les fonds et surtout s'ils sont bien utilisés à travers un plan qui a été prédéfini ou co-défini avec le gérant de l'entreprise. Question très technique quand même. Il y a une autre question qu'on pourrait prendre pour nos intervenants. Sinon, je propose en tout cas, et à la régie en même temps, que l'on puisse s'arrêter là. Je vais plutôt donner l'honneur à Madame Diomondé, qui représente ici la sous-directrice de l'autonomisation économique des femmes au ministère de la Femme. Un mot de la fin, peut-être Madame, si vous le souhaitez, l'honneur est à vous. Merci, c'est gentil. Merci. J'aimerais d'abord dire merci aux initiateurs de cette activité. Je
événement qui met en lumière beaucoup d'obstacles qui se posent aux jeunes entrepreneurs. Merci aussi d'abonder dans le sens de l'autonomisation des femmes et de donner ici des stratégies, des mesures nouvelles qui pourront aider les femmes à mener à bien l'activité génératrice de revenus. J'aimerais dire merci d'avoir invité le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à s'associer à cette belle activité. Merci Madame Diomandé. On remercie encore une fois ce salon d'investissement qui était sous le patronage en tout cas de M. Souleymane Diarra Souba, le ministre de l'Industrie et du Commerce en excellence, distingués officiels, mesdames et messieurs les panélistes, toutes nos excuses pour ne pas vous avoir donné la parole pour le mot de la fin. Comme toujours, comme d'habitude, le temps, on a fait des siennes. Les sujets étaient surtout passionnants, c'est ce que moi j'ai retenu. Digital d'un coup, formation, compétences, accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Merci en tout cas aussi au public. C'est vrai que les questions n'ont pas été, on va dire, multiples, mais en tout cas, celles qu'on a reçues ont été très pertinentes. Et j'aimerais aussi dire merci au commissaire en tout cas de cet événement. Il me semble qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bonne soirée. Madame Diomandé, merci encore d'être restée jusqu'à la fin. Chers panélistes, je vous remercie. Très bien. Alors, je vous dis à tous de vous pour la photo de famille. Manon Pilipali, ce qu'on fait aujourd'hui, président du Women Invest Club. Merci beaucoup. Madame Diomandé, première dame, nous rejoint également pour la photo. Le directeur programme Invest for Jobs de descendre, d'accord, vous allez descendre. J'avais voulu qu'on voit de plus près. Monsieur Marc Levesque, directeur programme Invest for Jobs au sein de la coopération allemande pour la section Côte d'Ivoire. Madame Assétou Konaté, qui est la directrice générale de Intimam, conseil, et bien sûr notre coordinateur pour la photo, accompagné de la commissaire générale. On va tous se centrer. Accompagné de la commissaire générale de l'événement. Merci à tous les différents partenaires, les sponsors, le public également, vous qui êtes venus hier et aujourd'hui. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Vous allez montrer l'amour que vous avez pour cet événement, la foi que vous avez en cette initiative. Merci. On va vous demander juste de rester avec nous quelques minutes. Madame Manon, vous allez juste rester avec nous quelques minutes parce que nous allons faire la cérémonie de clôture. Très bien. On va encore les applaudir une fois vivement, s'il vous plaît. La première édition du Salon de l'investissement, en deux formats, le format hybride et le format virtuel, parce qu'on a eu droit également à des experts comme Madame Sonia Barbara, qui est la chargée principale pour l'Afrique du Nord-Ouest au sein de la Banque africaine de développement, qui nous a tout à l'heure distillé de son expérience de manière digitale. L'événement sous ces deux formes, sous ces deux formats hybrides et virtuels, mesdames et messieurs, la première édition du Salon de l'investissement referme ses portes. C'est fini pour cette année, tout en espérant que la deuxième édition reviendra. Je ne pouvais pas vous le dire maintenant, mais on va clôturer cette première édition avec le mot de la commissaire générale qui est accompagnée, bien évidemment, de la présidente du comité scientifique. À elle également, on va faire des bons applaudissements parce que c'est grâce à cette dame et à sa commissaire. Derrière ces deux visages, il y a tout un comité d'organisation également, M. Dico, tous ceux qui se sont chargés de la sécurité, de votre accueil, tous ceux qui ont veillé à la sonorisation, toutes les hôtesses, tout en n'oubliant pas nos sponsors leaders pour cette première édition, la Banque nationale d'investissement. Merci d'avoir soutenu cette initiative. Madame la présidente du comité scientifique, on va
terminer, on va clôturer avec bien sûr votre allocution. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie et des structures sœurs, mesdames et messieurs les représentants du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, très chers panélistes, chers amis de la presse, chers amis des ONG, chers exposants, honorables invités, mesdames et messieurs, à l'heure où nous clôturons le salon de l'investissement dédié à la femme et à la jeunesse ivoirienne, il m'est particulièrement agréable de saluer le succès de cette première édition. Le thème de notre rencontre intitulé « Accélérer l'investissement pour un développement inclusif, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et des jeunes en Côte d'Ivoire » a résonné de manière significative, comme en témoigne l'engagement et l'enthousiasme manifestés tout au long de ces 2 jours. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires techniques, institutionnels et financiers pour leur appui. Grâce à vous, nous avons pu offrir un cadre d'échange de qualité riche en perspectives pour nos entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Je voudrais également témoigner ma reconnaissance à nos panélistes dont l'expertise et les contributions éclairées ont nourri nos réflexions. Le panel 1, intitulé Côte d'Ivoire, terre d'opportunités pour les investisseurs, dynamique et politique, nous a permis de connaître les multiples potentialités de notre pays. Le panel 2, axé sur l'optimisation du financement, la structuration et l'accompagnement des entreprises pour un développement durable, a mis en lumière des solutions concrètes pour l'épanouissement de nos entrepreneurs, notamment sur les conditions d'accès au financement. Le panel 3 a exploré l'innovation, l'économie verte et numérique des moteurs de transformation économique, ouvrant ainsi des horizons prometteurs pour notre nation dans ces secteurs d'innovation. Enfin, le panel 4, consacré à l'autonomisation des femmes et des jeunes, inclusion financière, des leviers pour une croissance inclusive et durable, a révélé des stratégies pragmatiques et des actes d'orientation pour renforcer la place des femmes et des jeunes dans notre économie. Mesdames et messieurs, chers participants, les échanges riches et variés de ce salon ont démontré que nous disposons des ressources, des talents et de la volonté nécessaire pour bâtir un avenir inclusif et prospère. Le succès de cette première édition nous engage à envisager l'avenir avec optimisme, car nous avons jeté les bases d'un événement qui, je l'espère, deviendra un rendez-vous incontournable pour l'investissement en Côte d'Ivoire. Je vous invite à partager vos suggestions et recommandations et je vous engage à prolonger cette dynamique en continuant à œuvrer ensemble pour concrétiser les idées qui ont émergé de nos discussions. Mesdames et messieurs, chers participants, avant de conclure mon propos, je tiens à réitérer mes remerciements à l'ensemble des membres du comité d'organisation pour leur mobilisation, leur énergie et leur engagement. Je vous souhaite à tous un excellent détour et me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver lors des prochaines éditions de ce salon. Et je vous invite maintenant aux échanges networking avant de pouvoir nous séparer. Je vous remercie. Une allocution qui fait le récap de ces 2 journées. Madame la commissaire générale, vous également, vous avez un mot à l'endroit de notre public. Je tiens à remercier tout le monde. Je ne vais pas faire de discours parce qu'elle a si bien fait, mais je vais peut-être inviter tous les membres du comité à monter sur le podium afin qu'ensemble on puisse dire un grand merci à tous ceux qui sont venus, sont déplacés pour assister à ce salon et vraiment remercier les panélistes qui ont été présents, qui ont donné du sien pour vous partager des informations cruciales et je vous remercie encore. Stéphanie Aobonou. Derrière donc ce visage de commissaire général de cette première édition du Salon de l'investissement, plusieurs ont travaillé à la réussite de cet événement. Le comité d'organisation de ce premier event virtuel hybride, tout le comité d'organisation, la direction technique, ceux qui ont travaillé sur le volet scientifique, ceux qui se sont chargés de votre accueil. Mesdames et messieurs, ainsi donc présenté, on va le dire, l'armada
de la première édition du Salon de l'investissement. On va les applaudir. Ils vont rester avec nous. On va vous libérer, bon, on dit vous libérer, on voulait vous donner 2 ans. Ouais, on va vous libérer. À côté de ces visages, Madame la Commissaire Générale et Madame la Présidente du Comité scientifique, il y a également 2 organismes ministériels qui ont bien voulu donner leur caution institutionnelle à la réussite de cet événement. Il s'agit de, je les interpelle, vous le faites. Il s'agit bien sûr de ce premier organisme ministériel qui a donné son appui institutionnel à l'événement, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, dirigé par la ministre Nassene Batori, qui n'a pas pu venir ici. À sa entre la sous-directrice qui est là. Madame, vous allez également venir nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. On ne finira pas également de remercier le ministère du Commerce et de l'Industrie, et bien sûr nos amis de la BNI et tous les autres exposants. Normalement, vous devez se faire une photo avec tous les exposants également. Donc, bon networking à vous. Et puis, rendez-vous pour la 2e édition. Que Dieu vous garde. là, je peux faire sur l'ensemble de la balle, le
Il n'y a pas